Je peux uniquement circuler dans cette voie du 1er avril au 31 octobre. Oui ou non? La bonne réponse était la réponse B, non. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette situation? En premier temps, on voit bien le panneau d'interdiction avec ce fond intérieur blanc et le cercle rouge en périphérie. Donc là, on est sur un panneau d'interdiction de circulation dans les deux sens de la chaussée. Et puis juste en dessous, on retrouve un panonceau qui nous indique justement la période concernée par cette interdiction. Donc c'est du 1er novembre au 31 mars. Juste en dessous, on a un second panneau, cette fois-ci avec un fond intérieur bleu. C'est un panneau d'obligation d'avoir les pneus neige. Et juste en dessous, on a un autre panonceau qui nous dit verglas fréquent. Donc ces deux panneaux d'interdiction et d'obligation sont reliés. Ils ont la même période d'effet, donc du 1er novembre au 31 mars. Donc la question à la base c'était: je peux uniquement circuler dans cette voie du 1er avril au 31 octobre? Oui, je peux librement circuler dans cette voie du 1er avril au 31 octobre sans restriction spécifique, sans être obligé d'avoir des pneus neige, puisque c'est pas une période où il y a du verglas pour le coup. Mais par contre, je peux également circuler dans cette voie du 1er novembre au 31 mars si je suis équipé de mes 4 pneus neige. Donc la phrase « je peux uniquement circuler dans cette voie du 1er avril au 31 octobre » est fausse. Je rencontrerai un sens interdit dans 100 mètres. Oui ou non? La bonne réponse était la réponse A, oui. Ce voyant fait référence au fonctionnement des feux de route, de croisement, de brouillard arrière ou bien de position. La bonne réponse était la réponse D, des feux de position. En temps de brouillard, il est possible de circuler en utilisant les feux de croisement, les feux de brouillard avant, les feux de route ou bien les feux de brouillard arrière. Les bonnes réponses étaient la réponse A, la réponse B et également la réponse D. Le stationnement est interdit avant le panneau, oui ou non? Après le panneau, oui ou non? La bonne réponse était la réponse A, oui, et la réponse D, non. On voit bien le panonceau qui nous explique que le stationnement est interdit avant le panneau et pas après le panneau. J'ai 0,35 g par litre d'alcool dans le sang. Je suis un conducteur novice. Je suis en infraction, oui ou non? Je suis un conducteur expérimenté. Je suis en infraction, oui ou non? Les bonnes réponses étaient la réponse A et la réponse D. En effet, pour un conducteur novice, donc qui est toujours en période probatoire, la limite légale est fixée à 0,20 g
par litre d'alcool dans le sang. Et pour un conducteur expérimenté qui n'est plus en période probatoire, la limite elle est fixée à 0,50 g par litre d'alcool dans le sang. Ce voyant fait référence au fonctionnement des feux de route, de croisement, de brouillard arrière ou bien de position. La bonne réponse était la réponse B, des feux de croisement. Ce panneau indique que la voie est interdite aux bus, oui ou non, que la voie est interdite aux voitures, oui ou non. Les bonnes réponses étaient la réponse B et la réponse C. En effet, il s'agissait bien d'un panneau d'obligation et non d'interdiction. On voit ça notamment par le fond bleu de ce panneau circulaire. Donc la voie est bien interdite aux voitures puisqu'elle est réservée strictement aux bus. Ce panneau indique que la voie est réservée aux cyclistes, oui ou non, que la voie est interdite aux véhicules motorisés, oui ou non. Les bonnes réponses étaient la réponse B et la réponse D. En effet, il s'agissait bien d'un panneau d'interdiction pour les cyclistes, donc la voie n'est pas réservée aux cyclistes et elle n'est pas interdite aux véhicules motorisés, elle est uniquement interdite pour les cyclistes. Détenteur du permis B, je suis autorisé à conduire une voiture sans remorque, une voiture attelée d'une remorque de 750 kg, une camionnette, un camion. Les bonnes réponses étaient la réponse A, la réponse B et également la C. Détenteur d'un permis B, je suis autorisé à transporter une remorque allant jusqu'à 750 kg maximum et je suis également autorisé à conduire une camionnette. Détenteur du permis B, je suis autorisé à conduire une voiture de 1,5 tonne avec une remorque de 750 kg, une camionnette de 3 tonnes avec une remorque de 500 kg, un camion de 3,5 tonnes, un camping-car de 2,5 tonnes. Les bonnes réponses étaient la réponse A, la réponse B et la réponse D. Détenteur d'un permis B, je suis autorisé à conduire une voiture avec un PTAC maximal de 3500 kg, donc de 3,5 tonnes. Le PTAC, c'est le poids total autorisé en charge, mais je ne suis pas autorisé à conduire un camion de 3,5 tonnes, n'importe quel camion. L'alcoolémie recommandée à un conducteur expérimenté pour prendre le volant est 0,19 g par litre de sang, 0,49 g par litre de sang, 0,5 g par litre de sang ou bien 0 g par litre de sang. Bien sûr, la bonne réponse était la réponse D, 0 g par litre de sang. Là, à ce moment-là, il faut bien lire la question. On parle bien de l'alcoolémie qui est recommandée. On ne parle pas du seuil maximal autorisé. Et le fait que ça soit un conducteur expérimenté ou bien un conducteur en période prébatoire n'y changera rien. La recommandation, en tous les cas, restera 0 g par litre de sang. En ayant consommé de l'alcool, ma distance d'arrêt est susceptible d'être plus longue, oui ou non. Ma distance de freinage est susceptible d'être plus longue, oui ou non. Les bonnes réponses étaient la réponse A et la réponse D. Forcément, en consommant de l'alcool, bien sûr que notre distance de freinage va être plus longue et donc, par conséquence, notre distance d'arrêt sera également plus longue.
En ayant consommé de l'alcool, ma vitesse de réaction est plus longue? Oui ou non? Ma distance de freinage est susceptible d'être plus longue? Oui ou non? Les bonnes réponses étaient la réponse A et la réponse D. Donc bien évidemment, ces questions sont fortement reliées aux précédentes. Mais là, il y avait un petit piège. Bien évidemment, en consommant de l'alcool, notre vitesse de réaction, elle est plus longue. Mais ça va pas avoir un impact sur la distance de freinage. Ça va avoir un impact sur la distance d'arrêt. La distance d'arrêt, c'est le temps de réaction plus la distance de freinage. Mais le temps de réaction n'a pas d'impact sur la distance de freinage en elle-même. Je sais que vous stressez et que vous voulez réussir votre code à tout prix. Ça tombe bien, j'ai trouvé pour vous comment mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. J'ai trouvé une auto-école en ligne, une des moins chères du marché, où vous pouvez, pour seulement 44 €, avoir plein de ressources pour réviser le code efficacement, avec de nombreuses séries de tests conformes aux dernières mises à jour de l'examen du code de la route, tout comme le test de cette vidéo. En plus de ça, le permis libre s'occupe de vous réserver une place d'examen, peu importe où vous habitez en France. Une place d'examen au code de la route, ça coûte normalement 30 €, mais là, pour seulement 44 €, vous avez votre place à l'examen, plus les ressources pour réviser votre code, et puis après, pour passer le permis libre, ça peut être également une très bonne option. En moyenne, c'est 30% moins cher que les auto-écoles traditionnelles. Si vous voulez tester, vous pouvez également prendre le pack à 64,95 qui va regrouper justement les ressources pour réviser le code, plus la place à l'examen, plus une heure de conduite de découverte. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça sera le premier lien en description. Maintenant, on continue le test. Je peux circuler dans cette voie. Si et seulement si je suis équipé de 4 pneus neige. Oui ou non? Du 1er novembre au 31 mars. Oui ou non? Les bonnes réponses étaient la réponse A et la réponse C. Donc là, on est dans une situation assez particulière. Il y a beaucoup de panneaux, on ne sait pas trop où donner de la tête. On va déchiffrer ça étape par étape. On voit bien le premier panneau déjà d'interdiction avec le fond intérieur blanc et puis le cercle rouge sur la périphérie. Donc ça, c'est une interdiction de circuler dans les deux sens de la chaussée. Juste en dessous, on a le panonceau qui nous indique la période concernée par l'interdiction. Donc c'est du 1er novembre au 31 mars. En dessous, on a un autre panneau d'obligation, donc circulaire, qui nous oblige à avoir les pneus neige parce qu'il y a un verglas fréquent. Et voilà, les deux panneaux, les deux interdictions, l'interdiction et l'obligation sont reliées. Donc, elles concernent la période du 1er novembre au 31 mars. Donc, en dehors de cette période-là, donc du 31 mars au 1er novembre, a priori, il n'y a aucune interdiction spécifique, mais du 1er novembre au 31 mars, les seuls véhicules autorisés à circuler sont obligés d'avoir des pneus neige. Voilà. Ce voyant fait référence au fonctionnement des feux de brouillard avant, de croisement, de route ou bien de position. La bonne réponse était la réponse C. Le voyant bleu désigne bien les feux de route. En temps de pluie, il est possible de circuler en utilisant les feux de croisement, les feux de brouillard avant, les feux de position, les feux de brouillard arrière. Les bonnes réponses étaient la réponse A, la réponse B et la réponse C. En temps de pluie, il faut bien garder en tête que l'utilisation des feux de brouillard arrière est totalement interdite puisqu'elle peut éblouir les usagers en arrière du véhicule. En temps de neige, il est possible de circuler en utilisant les feux de croisement, les feux de brouillard avant, les feux de route, les feux de brouillard arrière.
Les bonnes réponses étaient la réponse A, la réponse B et la réponse D. Faut bien garder en tête qu'en temps de neige, on n'utilise pas les feux de route car ça peut nous éblouir nous ou les autres usagers à cause de la lumière, de la réflexion de la lumière sur la neige en fait. Le stationnement est interdit avant le panneau, oui ou non. Après le panneau, oui ou non. Les bonnes réponses étaient la réponse B et la réponse C. En effet, le stationnement est bien interdit après le panneau. Lorsque je conduis avec des passagers, la consommation de carburant de mon véhicule diminue, oui ou non. La distance de freinage est allongée, oui ou non. Les bonnes réponses étaient la réponse B et la réponse C. Automatiquement, quand on transporte des passagers, le véhicule est plus lourd que d'habitude. Il est plus lourd que si on était tout seul dans le véhicule. Donc forcément, la consommation de carburant sera plus élevée quand le véhicule est en fonction. De la même manière, la distance de freinage, elle va être allongée aussi, puisque le véhicule est plus lourd. Le véhicule prend plus de temps à s'arrêter, à freiner. Voilà. La vignette du contrôle technique doit être placée en bas à droite du pare-brise, oui ou non. Indique la date de la future visite, oui ou non. Les bonnes réponses étaient la réponse A et la réponse C. En effet, il faut bien que la vignette du contrôle technique, elle soit en bas à droite du pare-brise et puis qu'elle indique la date de future visite. Ce voyant fait référence au fonctionnement des feux de brouillard avant, de croisement, de route, de brouillard arrière. La bonne réponse était la réponse A. Il s'agit bien des feux de brouillard avant. Ce voyant fait référence au fonctionnement des feux de brouillard avant, de croisement, de position, de brouillard arrière. La bonne réponse était la réponse D. Il s'agit bien des feux de brouillard arrière. Le stationnement est interdit avant le panneau, oui ou non. Après le panneau, oui ou non. Les bonnes réponses étaient la réponse A et la réponse C. Donc là, on a bien le panonceau avec la double flèche qui nous indique que le stationnement est bien interdit avant et après le panneau. Quand je conduis un ensemble voiture-caravane, les distances de freinage et d'arrêt sont allongées, oui ou non. Les trajectoires en virage sont modifiées, oui ou non. Les bonnes réponses étaient la réponse A
et la réponse C. Automatiquement, quand on conduit un ensemble voiture-caravane, les distances de freinage et d'arrêt, elles vont être allongées, puisque la caravane, ça ajoute un poids supplémentaire. Donc forcément, en comparaison à quand on conduit la voiture seule, les distances de freinage et d'arrêt sont rallongées. Et puis au niveau des trajectoires de virage, elles sont également modifiées puisque l'ensemble est plus long, il est plus lourd. Donc il faut bien évidemment adapter sa manière de conduire, sa manière d'appréhender les virages. Si je ne m'arrête pas lorsqu'un gendarme m'ordonne de m'arrêter, je suis en délit de fuite, oui ou non. Je suis en refus d'obtempérer, oui ou non. Les bonnes réponses étaient la réponse B et la réponse C. En effet, si je ne m'arrête pas lorsqu'un gendarme m'ordonne de m'arrêter, je suis pas en délit de fuite, mais je suis bien en refus d'obtempérer. La différence, c'est que en délit de fuite, c'est vraiment quand on est impliqué dans un accident et qu'on quitterait les lieux sans s'identifier. Donc ça, ce serait un délit de fuite. Et le refus d'obtempérer, c'est vraiment le fait d'ignorer un contrôle de police, d'ignorer lorsqu'un gendarme m'ordonne de m'arrêter. Voilà. Si je ne m'arrête pas lorsqu'un gendarme m'ordonne de m'arrêter, je risque 1 an d'emprisonnement, une amende de 7 500 €, une perte de 8 points. Les bonnes réponses étaient la réponse A et la réponse B. En effet, si je ne m'arrête pas lorsqu'un gendarme m'ordonne de m'arrêter, je risque bien 1 an d'emprisonnement, une amende de 7 500 € et une perte en réalité de 6 points sur le permis de conduire. Je ne m'arrête pas après avoir causé un accident. Je suis en délit de fuite, oui ou non. Je risque 3 ans d'emprisonnement, une amende de 75 000 €, une perte de 6 points. Les bonnes réponses étaient la réponse A, la réponse C, la réponse D et également la réponse E. En effet, si je m'arrête pas après avoir causé un accident, c'est simple, je suis bien en délit de fuite et je risque 3 ans d'emprisonnement, une amende de 75 000 € et une perte de 6 points sur le permis de conduire. Je tourne à droite, je dois laisser passer ces cyclistes, oui ou non? Je me prépare à m'arrêter, oui ou non? Les bonnes réponses étaient la réponse B et la réponse C. Donc, si je tourne à droite, je suis pas censé laisser passer ces cyclistes parce qu'ils ont un céder le passage. Donc, par contre, je me prépare à m'arrêter au cas où ils m'auraient pas vu, au cas où ils ne me céderaient pas le passage tout simplement. Une voiture neuve devra subir un contrôle technique avant sa 2e année de mise en circulation, avant sa 3e année de mise en circulation, avant sa 4e année de mise en circulation. La bonne réponse était la réponse C. Donc une voiture neuve devra subir un contrôle technique avant sa 4e année de mise en circulation. Je tourne à droite, je passe avant le cycliste, oui ou non? La bonne réponse était la réponse B. Donc là, si on analyse un petit peu la situation, on voit que le feu est vert, que le cycliste il est en avant, il est déjà engagé, il va certainement continuer tout droit. Donc c'est sûr que le dépasser, lui couper la route, ce serait pas la meilleure option. Ce serait certainement dangereux. Donc bien évidemment, on le laisse passer et ensuite on tourne à droite. La signalisation annonce que le premier virage tourne à gauche, oui ou non? La signalisation annonce que le 2e virage tourne à droite, oui ou non?
Les bonnes réponses étaient la réponse A et la réponse D. Donc évidemment pour le premier virage c'est simple, on voit bien que ça tourne à gauche sur le panneau. Cependant pour le deuxième virage il y a une petite subtilité. On aurait tendance à dire que le second virage est à droite, mais en réalité la signalisation elle est faite comme ça et elle nous donne pas d'informations en fait sur le deuxième virage. Donc le deuxième virage il pourrait être à gauche, à droite, n'importe où. On n'a pas d'informations sur cette signalisation là. La signalisation autorise le dépassement d'un cycliste, oui ou non? Je dépasse ce cycliste immédiatement, oui ou non? Les bonnes réponses étaient la réponse A et la réponse D. Donc là, la signalisation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qui va nous intéresser? La signalisation qu'on va regarder, ça va être la ligne au sol. Donc là, on voit bien la ligne discontinue. La ligne discontinue, elle nous indique que le dépassement est autorisé, que ce soit d'un cycliste ou de n'importe quel véhicule. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour dépasser ce cycliste en toute sécurité et dans les règles? Il faut garder 1,50 m d'espace latéral. Donc oui, la signalisation autorise le dépassement d'un cycliste dans ce cas de figure-là. Par contre, est-ce que je dépasse ce cycliste immédiatement? Non, parce qu'on voit bien la voiture qui vient en face. On est sur une chaussée à double sens. Donc on voit bien que il y a une voiture qui arrive vers nous. Donc non, on attend que la voiture passe. Et puis après, si la voie est dégagée, on peut entamer le dépassement de ce cycliste en gardant bien 1,50 m d'espace latéral. Le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace, oui ou non? Il doit être muni d'un dispositif lave-glace, oui ou non? Les bonnes réponses étaient la réponse A et la réponse C. Donc dans tous les cas, le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace et d'un dispositif lave-glace pour pouvoir laver son pare-brise quand il est sale, pour toujours pouvoir garder une bonne visibilité. En général, je peux stationner à cet emplacement avec mon véhicule personnel, oui ou non? La bonne réponse était la réponse B. En général, je ne peux pas stationner à cet emplacement avec mon véhicule personnel pour la simple et bonne raison que ce panneau, il autorise le stationnement et l'arrêt uniquement pour les véhicules bénéficiant du label autopartage. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je dois vérifier régulièrement sur les pneumatiques de mon véhicule la pression, l'usure, la propreté. Les bonnes réponses étaient la réponse A et la réponse B. C'est réellement important, voilà, de vérifier régulièrement la pression et l'usure des pneumatiques, notamment lorsqu'on fait de longs trajets. Donc il faut vérifier dans l'idéal la pression et l'usure avant le long trajet et après le long trajet. Sinon, de manière générale, à peu près tous les mois. Je circule sur une route à accès réglementé ou bien l'autoroute. La bonne réponse était la réponse B. Donc je circule bien sur une voie d'autoroute, malgré qu'on ait un panneau avec le signal autoroute qui soit barré. Donc ça fait rien, parce qu'à l'instant T, là où est placé le véhicule, on est bien sur une voie d'autoroute. Juste en dessous de ce panneau, on a un panonceau qui indique 400 mètres. Donc ça veut dire que dans 400 mètres, on va quitter la voie d'autoroute. Il est trop tard pour dépasser, oui ou non? La bonne réponse était la réponse A. En effet, il est trop tard pour dépasser.
Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que l'espace entre notre véhicule et le motard en avant est trop petit, tout simplement. On ne pourrait pas entamer un dépassement en gardant les distances de sécurité. On ne pourrait pas non plus essayer de ralentir un petit peu pour garder les distances de sécurité en avant avec le motard, tout simplement parce qu'on voit en arrière, dans le rétroviseur, qu'il y a un véhicule qui nous suit de plutôt près. Donc on ne pourrait pas ralentir parce que ça casserait justement les limites de sécurité avec le véhicule derrière. Et la raison principale pour laquelle je ne peux pas dépasser, en tous les cas, même s'il n'y avait pas de véhicule derrière, même si le motard était bien en avant et si j'avais l'espace pour le dépasser, on voit au loin qu'il y a un virage. Donc on n'entame pas de dépassement quand il y a un virage, on manque de visibilité, sachant que c'est une chaussée à double sens. Même si la ligne discontinue nous permet le dépassement, dans le virage, on n'entame pas de dépassement, on manque de visibilité, on ne dépasse pas. À partir du panneau, je pourrais rouler à 50 km/h, oui ou non. Je pourrais rouler à 30 km/h, oui ou non. Les bonnes réponses étaient la réponse A et la réponse C. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a un panneau de fin de limitation de vitesse de 30 km/h. Donc à partir du panneau, on pourra bien rouler à 50 km/h puisqu'on est en agglomération. Mais on pourra également rouler à 30 km/h, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Je circule à 80 km/h et je tracte une remorque. Je dois revenir dans la voie de droite si mon ensemble mesure 6 mètres de long. Oui ou non? Si mon ensemble mesure 8 mètres de long, oui ou non? Les bonnes réponses étaient la réponse B et la réponse D. Si je circule à 80 km/h, je reste dans cette voie. Que je tracte une remorque ou non, que mon ensemble fasse 6 mètres ou 8 mètres, ça n'a pas d'importance pour la simple et bonne raison que la voie de droite, elle est réservée aux véhicules lents qui circulent à 60 km/h ou moins. Quelle que soit en fait la catégorie du véhicule, que ce soit un camion, une camionnette, un véhicule qui transporte une remorque de 6 mètres, de 8 mètres, ça n'a pas d'importance. Ce qui va primer, c'est vraiment la vitesse. Donc la voie de droite est réservée aux véhicules qui circulent à 60 km/h ou moins. Si je circule à 80 km/h, je reste dans cette voie. C'est déjà la fin de ce test. Je t'invite à mettre ta note sur 40 en commentaire et n'hésite pas à refaire ce test d'ici quelques jours, peut-être une semaine. Et le but, ça sera de progresser, d'avoir une meilleure note que la dernière fois. Voilà. En tout cas, si tu veux réussir ton code à tout prix et que tu veux réserver ta place à l'examen du code de la route dans la foulée, tu peux faire ça directement avec le premier lien en description en passant par le permis libre. Et puis, moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.